Le cancer du rein est le troisième cancer urologique, mais le premier en termes de mortalité. Pourquoi ? Parce qu'il peut être agressif, d'où l'importance des stratégies adjuvantes. Ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, nous sommes au congrès de l'AFU à Paris et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Fréquence Médicale tout d'abord Jean-Christophe Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes en chirurgie urologique et transplantation rénale à l'hôpital Pellegrin au CHU de Bordeaux. Tout à fait. À ses côtés, Pierre Bigot, qui est urologue au CHU d'Angers. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cancer du rein après néphrectomie, se pose la question du traitement adjuvant. Quelles sont les situations où il faut vraiment prévoir ce traitement adjuvant? Qui veut répondre en premier? Pierre Bigot. Oui, on sait que 20 à 30% des patients qui sont opérés pour un cancer du rein non métastatique vont évoluer vers la survenue de métastases. Et donc, l'objectif des traitements adjuvants va être de prévenir la survenue de métastases chez ces patients. Et donc effectivement, il faut réussir à discriminer ces patients au mieux pour identifier lesquels vont pouvoir bénéficier d'un traitement adjuvant. Parmi les facteurs de risque, il y a bien sûr la taille tumorale. Plus la tumeur est grosse, plus le risque de récidive métastatique est important. Le grade de Fuhrmann, la présence de ganglions au moment du diagnostic et puis l'altération de l'état général. Vous partagez sa vie, Jean-Christophe Bernard? Oui, tout à fait. C'est vraiment une question qui est très d'actualité. Et le problème, ce que Pierre disait et mettait en évidence, là, c'est le problème de la sélection des patients. Voilà. Et on a des critères plus ou moins précis pour essayer d'estimer quel est le patient qui va progresser secondairement et quel est celui qui potentiellement pourrait faire l'objet et bénéficier le plus d'une stratégie adjuvante. Alors on peut parler tout de suite des critères de sélection. Est-ce qu'on peut les brosser rapidement? En fait, les critères de sélection sont pas bien définis. Dans les études qui sont intéressées au traitement adjuvant, la plupart des auteurs ont utilisé un homogramme, l'homogramme UISS, qui permet de définir les patients en 3 groupes à risque, groupe à faible risque métastatique, groupe intermédiaire, groupe à haut risque. Et la plupart des études proposent ces traitements soit aux patients à risque intermédiaire, soit aux patients à haut risque. Alors, le nomogramme UISS s'appuie sur la taille tumorale, le grade de Fuhrmann et la présence de ganglions. Voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, quels sont les... Vous n'êtes pas d'accord? Si, il y a aussi l'état général du patient qui est pris en compte dans ce score pronostic. Voilà. Le problème de ces scores pronostics, c'est que c'est souvent quand même des gros paquets un peu fourre-tout. Voilà. Oui. Et vous pouvez avoir, par exemple, pour un stade PT3, qui est le signe que la tumeur avait envahi la graisse, par exemple, périrénale, vous pouvez avoir des petites tumeurs qui vont faire 3 cm, 4 cm, et vous pouvez avoir la grosse tumeur qui va faire 11 cm et demi. Et intuitivement, ces patients-là ils vont se retrouver dans le même groupe, mais intuitivement, nous en tant que chirurgiens, on sait bien que à opérer, c'est pas pareil, et on imagine bien que le pronostic de ces patients-là, même s'ils tombent dans le même groupe, ne va pas être le même in fine. Donc, c'est vrai que quand on opère par exemple quelqu'un qui a une très volumineuse tumeur avec un thrombus tumoral dans la veine cave, on sait que le risque métastatique il est très important. A l'inverse, quand on opère un patient qui a par exemple un stade T3, une tumeur de 5 cm qui envahit un peu la graisse périrénale, c'est un patient aussi à risque élevé, mais le risque est beaucoup moins important. Oui, c'est quelque chose de très important parce que ça met en exergue là, les limites actuelles de nos moyens de sélection des patients. Mais ça, je pense que ça progressera ultérieurement. Enfin, on va en parler un peu des marqueurs, etc. Alors en fait, pour ces patients-là, se pose donc la question du traitement adjuvant. Et quelles sont les possibilités de ces traitements, je veux dire en termes de PFS ou d'OS? En termes de possibilités, d'abord, je pense qu'il faut parler des molécules. C'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui à avoir des données, des réponses sur des études qui ont été menées depuis plusieurs années avec des anti-angiogéniques. Voilà. Donc on a ces données-là pour réfléchir à la prescription d'un traitement adjuvant. Et à côté de ça, on a des protocoles, des essais thérapeutiques qui sont ouverts à l'heure actuelle avec des immunothérapies. Alors,
peut-être qu'on peut déjà discuter les résultats des traitements C'est adjuvants avec oui. anti-angiogéniques. Assez rapidement, on va pas rentrer trop dans le détail. Voilà. Donc par exemple, on sait qu'on a des données qui sont contradictoires. On a des résultats de 3 essais à l'heure actuelle avec des thérapies anti-angiogéniques, des inhibiteurs de tyrosine kinase en traitement adjuvant. Et parmi ces 3 essais, il y en a un qui est positif avec le Sutent, et particulièrement pour les tumeurs de la catégorie de plus mauvais pronostic dont Pierre parlait. Il y a eu 3 essais. Le premier qui a été publié, c'est l'essai Assure, qui avait comparé le sorafenib, le sunitinib et le placebo chez des patients de groupe intermédiaire et de mauvais pronostic. Cet essai Assure est négatif. Il n'y avait pas du tout d'intérêt des TKI chez ces patients en termes de survie sans progression. Le deuxième essai, c'est l'essai Protect, qui a utilisé le pazopanib en prévention, pareil, chez des patients de groupe intermédiaire ou de mauvais pronostic. Et là encore, le pazopanib n'a pas montré à la dose de 600 mg un intérêt dans la prévention de survenue des métastases. C'est dommage parce que peut-être qu'à 800 mg, l'essai aurait été positif, on pourrait en reparler. Et puis le dernier essai, c'est un essai français qui a été piloté par Alain Raveau et Jean-Jacques Patard, dont la communauté urologique française est très fière. Cet essai ESTRAC a montré que le Sutent, le sunitinib, avait un intérêt dans la prévention de la survenue des métastases, avec, je crois, 1,2 ans de gain de survie sans récidive chez les patients sous Sutent par rapport au placebo. Et même quand on s'intéresse aux patients à très très haut risque de survenue de métastases, le gain en survie sans récidive était de 2,2 ans. Donc la preuve par les études. La preuve par les études. La preuve par les études, mais ça met aussi en exergue que pour les mêmes molécules, on a un essai qui est négatif, on a un autre essai qui est positif, et de nouveau, on revient à la question qui est primordiale, celle de la sélection des patients. Parce qu'on voit que les critères de sélection dans ces essais-là étaient différents, et ça peut potentiellement expliquer que l'un soit négatif, l'autre soit positif. La sélection des patients, la dose des traitements, on voit malheureusement pour le pazopanib, à 600 mg c'est négatif, à 800 mg ça aurait été positif. Et puis on peut aussi se poser la question de la durée du traitement. Pourquoi 1 an, pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas 3 ans? Alors finalement, je voulais reparler de la sélection des patients, mais on n'a toujours pas de réponse. Là, c'est un peu au doigt mouillé, je dirais presque. On a des éléments, on a les scores pronostiques dont Pierre a parlé, mais on voit bien que ce n'est pas suffisamment stringent pour vraiment être en mesure de bien catégoriser les patients. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que c'est des molécules qui ont des effets secondaires potentiellement lourds. Dans les essais, il y a près d'1 patient sur 2 qui fait des pauses thérapeutiques. 45% des patients qui ont une diminution de la posologie du traitement à cause des effets secondaires. Et en plus, c'est des traitements qui coûtent cher. Donc, il faut vraiment sélectionner ces patients pour voir lesquels vont bénéficier de ce traitement. Mais c'est toute la problématique actuelle dans les traitements oncologiques, parce que ce sont des molécules très perfectionnées, très novatrices, et d'un coût relativement élevé, et qui posent, que ce soit pour le rein ou pour d'autres spécialités, on est confronté à ce même problème, sélection pour bons répondeurs. Oui. Mais c'est très nouveau peut-être pour le rein, c'est ça qui est particulier. Alors c'est nouveau, mais si vous voulez, il y a aussi Pierre parlait de la tolérance des traitements. C'est pas pareil d'évoquer la tolérance dans une population de patients métastatiques, chez qui ces médicaments étaient jusque-là donnés, versus une population qui est censée être guérie et qui, si elle n'avait pas un traitement adjuvant, serait en fait comme vous et moi, c'est-à-dire reprend une activité professionnelle et juste en surveillance. Voilà. Et donc, pour ces patients-là, c'est important d'avoir des thérapeutiques qui potentiellement seraient le mieux tolérées possible. Oui. Il faut préciser quand même que c'est la première fois dans l'histoire de la prise en charge du cancer du rein que l'on a une molécule qui semble prévenir la survenue des métastases. Puisque jusqu'à présent, les patients qui avaient un cancer du rein localisé étaient opérés et il n'y avait aucune molécule possible disponible pour réduire les risques. Et vous êtes d'accord, oui? Oui, tout à fait. Et peut-être qu'on peut faire aussi un petit commentaire sur le fait que jusqu'ici, donc on a parlé du bénéfice en termes de diminution du risque de progression secondaire de la maladie. Mais par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'avec ces traitements adjuvants, jusqu'ici, on n'a aucune preuve que ça allonge la survie globale des patients. Tout à fait. Voilà.
Donc c'est aussi, ça fait partie des choses qu'il faut avoir à Il y a une l'esprit. limite de la progression, enfin, la survie sans progression est correcte, c'est ça que vous voulez dire, mais pas la survie globale. Ouais. D'accord. Jusqu'ici, on n'a pas de données pour dire que ça va in fine améliorer la survie globale des patients. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de recul. Oui, aussi. Mais quand on regarde les courbes de résultats de ces essais en termes de survie globale, ça ne nous donne pas l'impression quand même qu'à un moment ou à un autre, elles vont se séparer. En tous les cas, ça ne semble pas non plus faire survenir plus tôt la résistance au traitement. Alors justement, résistance au traitement, répondeur. Et oui, parce que c'était ce concept d'épargne thérapeutique qu'on utilise dans la prise en charge du cancer du rein métastatique qui est remis en question. Jusqu'à présent, on essayait de mettre en place le traitement le plus tard possible pour que le patient vive sans effet secondaire et puis pour aussi retarder la survenue de la résistance au traitement. Et donc là, on part avec un concept totalement différent qui est de mettre le traitement finalement le plus tôt possible. Donc, et est-ce qu'il y a des scores ou des marqueurs d'extension? Enfin, ça revient un peu au même, mais il n'y a pas une biologie de facteur de risque qui montre le risque extrême de métastase? Non, c'est la difficulté dans le cancer du rein qui est qu'on n'a pas de biomarqueurs qui soit d'une part pronostic, d'autre part prédictif d'une réponse à un traitement. Et donc c'est pour ça que Pierre vous a parlé des scores pronostiques qui sont en fait uniquement basés sur des critères anatomopathologiques simples et cliniques. Voilà. D'accord. Et alors au niveau des molécules, quelles sont les plus prometteuses? C'est l'immunothérapie, hein, c'est les essais d'immunothérapie en adjuvant qui sont les plus prometteurs. Alors le nivolumab et l'ipilimumab, l'atezolumab et puis le pembrolizumab, 3 essais qui sont en cours en France et qui vont débuter ou qui ont débuté et dont on attend les résultats puisque ces molécules, ces nouvelles immunothérapies ont des résultats très intéressants dans le cadre du cancer du rein métastatique. Et donc il y a un vrai potentiel chez les patients en adjuvant. On est dans une situation qui est très originale, c'est-à-dire qu'on a une molécule qui est en train d'être discutée, donc le sunitinib, pour avoir une autorisation de mise sur le marché dans le cadre adjuvant. Et à côté de ça, on a 3 essais randomisés de phase 3 internationaux qui sont ouverts en France et qu'on peut proposer aux patients. Avec l'immunothérapie, cela. Avec l'immunothérapie et avec les molécules que Pierre vous a citées. Un avec une combinaison d'immunothérapie, le nivolumab plus ipilimumab, et puis ensuite 2 autres avec l'atezolizumab et puis le pembrolizumab. D'accord. Et en fait, ce sont des phases 2 ou des phases 3 qui sont en préparation là, qui sont, C'est des phases 3, c'est des essais de phase 3 randomisés, donc versus placebo. Alors voilà pour les traitements adjuvants. On passe à un stade ultérieur. On est devant un cancer du rein métastatique. Quelles sont les possibilités actuelles? Pierre Bigot. En fait, dans le cancer du rein métastatique, on réfléchit toujours avec ces lignes, avec les groupes de risque de patients, enfin d'agressivité de la maladie. Aujourd'hui, si vraiment on suit les guidelines, pour les patients de bon pronostic, on va proposer en standard un traitement par sunitinib, par pazopanib. Le bevacizumab n'est plus disponible en France, voilà. Après, on peut proposer l'interféron, mais ça appuie pour le moment de le faire. Et puis pour les patients de mauvais pronostic, en première ligne, on va proposer plutôt un inhibiteur de mTOR ou le sunitinib en option. Et ça, c'est les recommandations. Mais tout est bousculé et tout risque d'évoluer puisque les nouvelles thérapies, les nouvelles immunothérapies ont des résultats qui sont excellents. Et on s'attend à une modification des recommandations, je pense que tu es d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Les résultats auxquels Pierre fait référence, c'est notamment ceux de l'étude Checkmate 214, qui ont rapporté l'efficacité d'une combinaison d'immunothérapie, c'est-à-dire nivolumab plus ipilimumab, chez le patient en première ligne. Parce que jusqu'ici, le nivolumab était réservé à la 2e ligne chez le patient métastatique. Et donc là, les résultats de cette étude vont venir bousculer les lignes et donc avec la potentielle efficacité d'une association nivolumab plus ipilimumab, mais dans une sous-catégorie de population particulière, c'est-à-dire les patients à risque intermédiaire ou à risque élevé.
Et alors, si on progresse encore plus, là c'est une association de 2 immunothérapies, Nivo plus ipilimumab, et si on va au-delà, est-ce qu'on peut penser associer des TKI et de l'immunothérapie? Oui. Bon, là, Oui, non, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que je reviens juste à cette étude, à cette CheckMate 214, pour vous dire que c'est des résultats quand même qui sont impressionnants. Vous imaginez, il y a 9% des patients qui ont une réponse complète, c'est-à-dire une rémission complète, c'est-à-dire une disparition des métastases sous traitement, alors qu'à l'ère des TKI, classiquement, on parlait de 1% des patients. Donc c'est presque un patient sur 10 qui va avoir une disparition des métastases sous association nivolumab et ipilimumab. oui, on est au-delà d'une progression sans maladie. Ouais, voilà, c'est PFS. ça. Donc c'est pour vous montrer à quel point ces thérapies sont efficaces. Alors est-ce qu'on peut y associer, à l'immunothérapie Oui. une TKI? Il y a un rationnel scientifique. Il est dit que les TKI permettent de stimuler l'immunité et donc de préparer finalement l'action des immunosuppresseurs. Enfin, voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau... allez-y, Si pardon. je puis me permettre, donc je rebondirai sur ce qu'a dit Pierre là, à quel point ces molécules sont efficaces. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'elles ne sont pas efficaces nécessairement pour tout le monde, ou pas plus efficaces que ce qu'on avait à disposition pour tout le monde. Et c'est ça qui est aussi un petit peu nouveau, c'est-à-dire qu'en fonction, encore une fois, là on va se retrouver en fonction du profil de patient, en fonction de son risque évolutif, à avoir la possibilité de choisir plutôt un inhibiteur de tyrosine kinase, donc pour les patients de la catégorie à faible risque, ou peut-être plutôt favoriser une immunothérapie pour les patients de risque intermédiaire ou de risque élevé. Et ça, c'est aussi un peu nouveau. Et est-ce que les statuts PDL1 des patients ou PD1 peuvent orienter et présager de la réponse? Alors ça, c'est aussi une question qui est nécessairement d'actualité. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de bons marqueurs, je dirais, généralisables. Voilà, parce que pour le nivolumab, on n'a pas l'impression qu'il y ait de marqueurs qui soient en faveur d'une prédiction de réponse, alors qu'on va pouvoir avoir l'intérêt d'immunohistochimie du marqueur PDL1, par exemple, dans l'essai Emotion 150, pour une autre molécule. Donc c'est aussi quelque chose, il n'y a pas de marqueur généralisable. Oui, mais il y a quelque chose quand même, il y a un signal fort, parce que quand on regarde les courbes, on voit que pour un marquage de plus ou moins 1% du PDL1, on va avoir des courbes qui vont être très différentes. Mais le problème, c'est que cette immunohistochimie, elle est très variable d'un centre à l'autre, d'une technique à l'autre, d'un anticorps à l'autre, et ce n'est pas très reproductible. Donc il y a un signal fort. Maintenant, comment ce signal peut être utilisé en pratique pour sélectionner les patients? Ça va être une question difficile. On revient aux questions de départ. Dans la phase adjuvante, on n'a toujours pas... Et à part les PDL1, les récepteurs, je dirais PDL1, il n'y a pas d'autres marqueurs envisageables actuellement? Il n'y a pas des pistes qui se dégagent? On va faire ce qui a été fait pour les TKI, certainement. On va faire de la pharmacogénomique avec rechercher des SNP de prédisposition, de bonnes réussites de traitement ou de mauvaise tolérance. Ça va être recherché. Il va certainement y avoir des études moléculaires sur les tumeurs. Oui, c'est ça. On va devoir, je pense, s'intéresser au système immunitaire propre de chaque patient, parce que peut-être que la réponse n'est pas conditionnée à la tumeur, mais peut-être qu'elle est conditionnée au système immunitaire du patient. Donc tout ça va être exploré. C'est très nouveau aujourd'hui. Ce que les immunologistes aussi ont l'air de dire, c'est que en fait, ça a vraisemblablement peu de sens de regarder un seul marqueur sur les cellules lymphocytaires, et qu'il serait peut-être plus intéressant de regarder un panel de marqueurs, et qu'en fonction de ça, on serait susceptible d'être plus stringent pour la sélection des patients. Les tumeurs, elles sont très hétérogènes aussi. On peut avoir un petit peu de récepteurs PDL1. Ce qui est différent aussi, là, c'est dans le domaine de l'immunothérapie, c'est qu'on a d'une part la tumeur elle-même, mais on a aussi le micro-environnement tumoral et l'infiltration lymphocytaire. Et il est vraisemblable que les deux, si vous voulez, aient leur importance dans la prédiction potentielle d'efficacité d'un traitement. Mais pour être honnête,
au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent, voilà. Je pense qu'un jour on aura des réponses. Oui, beaucoup de questions, mais quand même des bonnes nouvelles pour les patients, avec un premier essai positif en adjuvant et des lignes qui vont bouger en première ligne dans le cancer du rein métastatique, des gains de survie, des réponses complètes plus nombreuses. Donc je pense que la communauté médicale doit se réjouir de ces premiers Absolument. résultats. Et votre conclusion, M. Bernard? Je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Pierre. On a un arsenal thérapeutique qui s'étoffe et maintenant c'est à nous de jouer pour savoir quel est le patient qui bénéficiera le plus de telle ou telle proposition thérapeutique. Comment optimiser ces nouvelles thérapeutiques? J'espère vous recevoir bientôt ou dans d'autres occasions sur le plateau de Fréquence M. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Fréquence Médicale.